Donc, bienvenue tout le monde au Midi Causerie Télétravail Académie. C'est un événement qui se veut interactif, c'est fort possible que, pour être efficace et pertinent, qu'on vous demande de participer, de vous solliciter pour interagir avec nous et la rencontre sera enregistrée à partir de dans pas long. Donc, je crois que oui, l'enregistrement est parti. Donc, pour assurer le bon déroulement de l'événement, je vais vous demander d'utiliser l'outil questions-réponses ou Q&A, dépendant de la langue dans laquelle vous avez installé votre Zoom sur votre ordinateur. Donc, c'est dans le bas de l'interface. C'est un outil qui ressemble au clavardage, au chat. Donc, c'est quoi Télétravail Académie? C'est une gamme de services de l'atelier B2B, donc qui vous permet d'assister au Midi Causerie Télétravail Académie, entre autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on démocratise et on démystifie le travail à distance. On le fait pour les particuliers et les entreprises. Donc, on a un volet entreprise où on se trouve à être comme des courtiers en optimisation du travail à distance. Donc, on travaille autant pour le mode hybride que pour le télétravail, pour les petites comme les grandes entreprises, dans tous les secteurs d'activité confondus. Mais avec un nom pareil, les gens ont tendance à croire que ce qu'on veut, c'est imposer le télétravail au travers de la gorge de tout le monde. Ce n'est pas du tout le cas. Notre objectif, c'est que les gens trouvent leur équilibre. Donc, que les entreprises trouvent leur équilibre à eux entre travail présentiel et mode hybride et télétravail. Donc, grâce à nos généraux sponsors, on a du contenu gratis et tout, à valeur ajoutée, bien entendu, comme aujourd'hui. Donc, ça prend la forme de conférences, entrevues et vidéos gratuites sur le site de Télétravail Académie et sur la chaîne YouTube du même nom. Et des événements en temps réel, comme maintenant, 45 minutes à l'heure du lunch, tous les premiers mercredis du mois, les Midi Causeries Télétravail Académie. Donc, aujourd'hui, notre sponsor, c'est Alidantech. Donc, Alidantech, ça se trouve être une entreprise qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique avec des solutions d'automatisation qui répondent aux besoins d'aujourd'hui et même ceux de demain. Et notre conférencier aujourd'hui, c'est Daniel Boucher, que vous voyez ici. C'est un expert en génie logiciel, en intelligence artificielle, qui dirige Alidantech. Ça fait 35 ans qu'il est dans le domaine. Et en fait, il conseille divers secteurs et collabore avec des experts à l'international dans plusieurs secteurs innovants, entre autres les CRM, ERP et l'intelligence artificielle dans le développement logiciel. Donc, sa conférence d'aujourd'hui, ou plutôt l'entrevue qu'on va faire aujourd'hui, va porter sur l'intelligence artificielle, menaces et ou opportunités. Donc, bonjour Daniel. Bonjour. Ça va bien? Merci Hugo pour donner, oui, ça va très bien, la possibilité là, de partager les bienfaits de l'intelligence artificielle, mais comment l'appliquer aussi, parce que ça, pour certaines entreprises, individus, certains travailleurs, ça peut être une menace aussi. Donc, on va démystifier ça aujourd'hui. Mais moi, je voudrais commencer par partager 2 drames humains puis 2 success stories par rapport à la midi-causerie qu'on va faire aujourd'hui. Puis Oui. après ça, Hugo, je vais te laisser me poser des questions là, sous forme d'entrevue. Mhm. Le premier drame humain, c'est Robert, que lui, c'est un comptable. Et lui, ça faisait plusieurs années qu'il montait les états financiers mensuels pour l'organisation pour laquelle il travaillait. Et il a été congédié parce que maintenant, il y a un bon bout qui est fait par l'intelligence artificielle, puis ça l'a même une dépression. Puis pourtant, il avait dit que jamais un ordinateur, une machine pourrait remplacer l'expertise qu'il avait. Le deuxième drame humain, c'est Sophie, qui, elle, a travaillé pour une entreprise au niveau du service à la clientèle. Et elle a été congédiée comme 5 de ses 7 collègues. Il en reste seulement 2. Et elle a été congédiée juste quelques semaines avant de partir en vacances avec sa fille. Elle avait promis de l'amener dans le sud pour les vacances d'été, mais malheureusement, elle n'a pas pu. Donc, naturellement, l'intelligence artificielle a remplacé une partie de son travail. Donc, ça, c'est 2 drames humains, par exemple, que je ne veux pas que les gens vivent. Donc, c'est pour ça que la conférence aujourd'hui, l'objectif, c'est de les aider un peu dans ce sens-là. Par contre, j'ai aussi 2 success stories. Le Ah, premier, c'est Marie-Christine, qui, elle, dans son entreprise,
elle gérait des projets, mais ce n'était pas juste des ressources humaines, mais des ressources matérielles. Puis, à toutes les fois, à la fin de son projet, elle ne comprenait pas comment ça se fait qu'il y avait juste 5 ou 10 de marge. Puis, souvent, elle n'était pas au courant en temps réel de ce qui se passait. Donc, grâce à des agents intelligents maintenant, sa marge est conservée de 25 à 30 et elle a pu grossir son entreprise, créer de l'emploi et en profiter avec sa famille. Et le deuxième success story que je veux vous parler aujourd'hui, c'est Jacques, excusez, qui lui, c'est un fiscaliste. Et lui, ça lui prenait un temps fou à trouver, tout faire les démarches au niveau des lois canadiennes de l'impôt, au niveau fiscal, au niveau des lois québécoises, les mises à jour, les jurisprudences. Et souvent, ça prenait un temps fou ou souvent, il était obligé d'engager des consultants juniors. Et en plus, souvent, il n'était pas sûr à 100 Et grâce à l'intelligence artificielle maintenant, son expertise est encore utile, mais maintenant, il a investi, il a développé une application via l'intelligence artificielle qui fait qu'il peut vraiment sauver le temps puis rendre des réponses plus précises à ses clients. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est que vous ne vivez pas ces drames humains vous-même et ou que vous ayez des success stories. Donc, c'est un peu ça que je veux partager aujourd'hui. On a raison de croire qu'il y a une urgence d'agir avec l'intelligence artificielle. Oui, il y a urgence d'agir parce que c'est inévitable. Peu importe si on est contre l'intelligence artificielle, puis moi, le côté humain, je trouve ça important, mais c'est inévitable. Toutes les organisations vont aller de l'avant de ce côté-là, ou presque. Donc, on doit bouger rapidement de ce côté-là. Donc, tout le monde doit s'adapter à la réalité de l'intelligence artificielle. Effectivement. C'est sûr que l'intelligence artificielle, ça ne règle pas tout. Et aussi, c'est l'humain qui est derrière ça, qui lui donne les règles d'application et d'utilisation. Mais au niveau de... C'est important là, de... Juste répéter ta question, excuse-moi, Hugo. Ben, l'urgence d'agir, est-ce que c'est... Oui, OK, effectivement. Mais en fait, tu parlais que c'est nécessaire de s'adapter à cette Oui, réalité. c'est ça. Donc, excuse-moi, j'ai retrouvé mon idée. Ce qu'il faut réaliser, c'est que depuis que l'humanité est créée, dans les derniers 50-70 ans, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où ce que l'humain, son rôle principal, c'est de s'adapter et réagir. Avant ça, dans tous les siècles avant, il fallait qu'on suive un peu les gens plus expérimentés. Ils nous donnaient la recette, la façon de faire, puis on avait des chances de réussir d'avoir du succès. Mais maintenant, c'est vraiment différent. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Donc, on peut vraiment dire que nos jobs sont menacés, là, right? Si on ne fait rien, les jobs, comme ils sont actuellement, ils sont menacés. Le travail va se modifier. Donc, les choses qui sont répétitives vont être appelées, comme présentement dans les usines depuis plusieurs années, c'est des robots, qui font une partie du travail répétitif, mais au niveau du travail intellectuel, puis au niveau du travail administratif, on est rendu à cette étape-là avec l'intelligence artificielle. Donc, de toute façon, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, l'expertise qu'on a va être utile, mais elle va être modifiée. Donc, il faut déjà être prêt. Et si on ne s'adapte pas, ben, c'est d'autres qui vont prendre notre place ou des plus jeunes. Puis, donc, je ne veux pas qu'il y ait des drames humains qui soient vécus par les gens, là. Mais tu sais, moi, j'entends les gens qui ont peur d'être contrôlés par l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une réalité, un potentiel, ça, ou c'est de la fabulation? Ben oui, il y a un potentiel, mais je vais vous surprendre. Ça existe déjà dans certains peuples. Qu'on parle en Corée du Nord, qu'on parle en Chine, par exemple, le peuple est déjà contrôlé. Pourquoi? C'est les dirigeants politiques qui contrôlent l'accès à l'information et qui font de la propagande. Donc, ça existe déjà. Donc, moi, ce qui fait que ce qui me rassure, c'est que présentement, il y a quatre grandes organisations. On parle de les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et maintenant Meta et Apple. Donc, par la libre entreprise, la démocratie, il n'y en a pas une des quatre qui va vouloir laisser le champ libre aux autres. Donc, par la libre entreprise puis la démocratie, parce que de plus en plus, les politiciens commencent à mettre des balises, puis peu importe tous les nouveaux changements de la société, il faut qu'il soit des balises qui soient faites. Et donc, c'est ce qui fait que j'ai confiance quand même à l'humanité. Moi, personnellement, ma mission personnelle, c'est d'augmenter la valeur des organisations et des individus. Donc, c'est pour ça que c'est important, puis il y a une urgence d'agir. Puis, au niveau du Québec, entre autres, ou bien au niveau du Canada,
la concurrence est mondiale. Donc, si on ne fait pas de l'avant, on est déjà en retard. Si on ne va pas de l'avant rapidement, bien, on va être dépassé par les autres et notre économie va en souffrir. OK. Mais es-tu en train de dire que nos entreprises sont menacées aussi ou c'est plus les emplois? Les deux. Si vous regardez, si supposons que je suis dans une entreprise traditionnelle, j'ai un concurrent qui réussit à faire la même chose que moi, ou même un peu mieux, pour 30 moins cher. Donc, à ce moment-là, mon entreprise est en péril. Mais avec l'intelligence artificielle, selon mon expérience, je n'ai pas toutes les statistiques encore, mais c'est facilement possible qu'une entreprise avec l'intelligence artificielle diminue ses coûts de 30. Donc, c'est une menace pour les entreprises. Donc, on n'a pas le choix d'aller de l'avant, puis de se renseigner, puis de commencer à regarder ça très sérieusement. OK. Oui, je pense que ça a atteint de toute façon un certain niveau de sérieux, là. C'est omniprésent dans les conversations d'affaires, d'intelligence artificielle. En fait, on commence par où, là, au niveau de l'entreprise, pour s'adapter à l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on devrait avoir comme objectif? Comme objectif, comme employé, c'est de commencer à me renseigner puis savoir un peu comment ça fonctionne. Parce que présentement, je ne suis pas un spécialiste technique en intelligence artificielle. Par contre, ça fait longtemps que je m'intéresse à ça et je me suis entouré d'une équipe. Donc, entre autres, un de mes associés, ça fait plus de 80 ans, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille, pas 80, en intelligence artificielle. Ça fait beaucoup. Il a, il a publié plus de 80 articles scientifiques. Oh, OK. Donc, au niveau de l'intelligence artificielle, j'ai aussi un autre de mes associés qui est un entrepreneur en série qui a plusieurs succès en affaires au niveau de gestion de projet, entre autres. Et lui, il a suivi un cours au niveau MIT. Donc, lui, il a toujours été intéressé par ce côté-là. Fait que moi, en côtoyant des gens comme ça, puis en m'entourant d'une équipe compétente, donc, c'est ça qu'il faut faire, soit en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'employé. Exemple, pour un employé de ChatGPT, mais commencez par vous-même à suivre des formations, même si c'est juste quelques heures, voir un peu l'actualité pour déjà même essayer. Donc, donnez-vous la chance de comprendre un peu plus ce que c'est, puis vous allez être plus efficace pour conserver votre emploi longtemps, vous adapter avec les changements, aussi bien pour vous-même ou bien pour votre entreprise. OK. Donc, tu conseilles aux gens en autodidacte de développer leurs compétences versus l'intelligence artificielle, mais si on commence par où quand on veut faire ça? Bien, au niveau des entreprises, moi, ce que je fais souvent, c'est que je rencontre les entreprises et je regarde rapidement à une heure ou deux comment qu'on peut faire pour rentabiliser leur organisation. Et c'est souvent, on y va par des gains rapides ou des quick wins, où est-ce qu'on regarde bien, comment qu'on peut rapidement automatiser une partie du travail qui est redondant, qui est routinier, puis que l'information n'est pas en temps réel, ou ce que je dois dédoubler l'information. Et par la suite, on fait nos preuves, c'est pas très coûteux, puis au fur et à mesure, on trouve des nouvelles applications avec le client. L'autre chose qui était important à faire, c'est que maintenant, la plupart des organisations qui se respectent, que ce soit les PME ou bien les plus grandes organisations, ils ont toujours un plan directeur. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est intégrer le volet intelligence artificielle au niveau du plan directeur. C'est quoi les projets? Qu'est-ce que je veux faire pour être plus rentable, plus efficace, pour avoir un plan puis le suivre? Et présentement, l'intelligence artificielle, là, même 1 an ou 2 ans, ça coûtait des millions. Maintenant, juste pour donner un exemple, ça peut être l'ordre de quelques dizaines de milliers pour faire des choses en intelligence artificielle. Pas obligé de dépenser des millions pour commencer. C'est juste de commencer. On a Là, tu déjà. parles de projets sur mesure pour des entités, des entreprises. C'est de ça que tu Oui, parles. effectivement, il y a ça, mais il y a aussi le volet planification stratégique. Bien, exemple, dans le prochain 6 mois, dans la prochaine année, 2 ans, qu'est-ce que je vais faire comme projet en lien avec l'intelligence artificielle pour justement aller de l'avant et pas me faire dépasser par la concurrence? Y a-t-il un enjeu au niveau de la sécurité des données personnelles avec parce que, tu sais, l'intelligence artificielle, en fait, au moins comment je le comprends, c'est que on a accès à énormément de données, puis ça a une capacité d'analyse qui dépasse de loin celle de l'humain. Mais est-ce que nos données à nous sont en danger si on utilise l'intelligence artificielle au sein des entreprises? Si on utilise présentement nos données personnelles,
on les fournit habituellement aux réseaux sociaux, en partie. L'autre chose, au niveau des emails, au niveau de Microsoft ou bien au niveau de Gmail, on a un login, on a un mot de passe, mais il n'y a rien qui dit que Microsoft ou Google ne pourra pas aller consulter nos données. Donc, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est un peu la même chose. Mais il existe des mécanismes. Et si c'est des choses qui existent déjà sur le web, sur votre site web, ben, c'est déjà accessible. Mais il y a moyen de mettre des mécanismes de contrôle. Ça peut être au niveau de la base de données, de l'encrypter. Ça peut aussi des plusieurs facteurs d'authentification au niveau empreinte digitale ou bien au niveau de cellulaire avec facteur avec double authentification ou même triple authentification. Donc, puis si, dans le fond, les fournisseurs, ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas savoir précisément quel mot j'écris. Ils veulent savoir quel type de client que je suis. Donc, si on fait un parallèle avec les élections, souvent on reçoit des appels où est-ce que la personne veut savoir pour qui on va voter pour le candidat qu'elle représente. La personne, elle ne veut pas savoir pour qui tu votes. Elle veut juste savoir, si tu votes pour elle, je vais pouvoir te rappeler pour être sûr que tu as le voté. Donc, elle ne veut pas savoir la donnée précise à toi. Elle veut savoir une vue d'ensemble, c'est quoi les données, c'est quoi mon client. Excusez. Prends une petite gorgée d'eau, c'est correct, il n'y a pas de stress. Good. OK. Oui, effectivement, donc c'est plus la métadonnée que vraiment des informations confidentielles, privées qui les intéressent le plus. Là. Effectivement, OK. imaginez, depuis que le commerce existe, les entreprises, les organisations veulent savoir, ben moi, je veux pouvoir rejoindre mon client directement. Donc, dans les années 50, 60, 70, quand la télé est arrivée, ils ont dépensé des gros montants d'argent pour faire des campagnes pour essayer de rejoindre le client, faire parler d'eux aussi naturellement, mais rejoindre le client. Mais maintenant, avec la technologie et l'intelligence artificielle, mais c'est possible d'aller essayer de rejoindre mon client directement. Donc, il y a beaucoup de pertes de temps et de pertes d'argent qui sont disponibles autrement. Donc, c'est un peu l'objectif avec les fournisseurs d'intelligence, les fournisseurs de données comme ça pour essayer de cibler le client le plus directement possible. Mais il y a sûrement une question de volume dans le sens où tu as besoin d'une quantité substantielle de données pour que ça vaille la peine de te servir de l'intelligence artificielle. Tu as une historique de clientèle. Tu peux pas, genre, partir une business, être une startup, puis t'en servir à bon escient de façon efficace. Ben, vous seriez surpris parce qu'il existe des données sur Internet, donc on peut pallier au Ah, manque de données à l'interne en comparant puis complétant avec des données du même secteur. Donc, c'est pas obligé d'être même un startup, on peut utiliser l'intelligence artificielle, que ce soit personnellement au niveau de ChatGPT pour sauver du temps puis avoir une base d'informations pour quand je crée un texte ou quand je fais un article. Mais donc, l'intelligence artificielle, c'est pas juste maintenant au niveau des grandes organisations, surtout avec les coûts qui ont diminué considérablement. OK. Euh, un chatbot, y a-t-il un terme francophone pour ça? Un chatbot? Ben, c'est le terme. Il y a peut-être je pense que le terme est universel. Je ne suis pas OK. linguiste, mais chatbot, c'est pas en lien avec notre compte quand on était plus jeune, le chaboté, là, mais c'est un terme qu'on chat pour chatter, pour communiquer, parce que même, est-ce qu'il y a un terme français pour chat? Oui, le clavardage. Clavardage, oui, OK. Donc, effectivement, il y a peut-être un terme français qui Le existe. clavard robot. Hmm. Ça, C'est mais moi un qui le chatbot, connais. c'est quand vous allez sur un site Internet et que vous avez un bonhomme ou quelqu'un qui vous parle, qui est un agent conversationnel, c'est ça qu'on parle un chatbot. Moi, je soupçonne que même si on voit une photo de quelqu'un quand il y a un chatbot, il y a du clavardage sur un site Internet, que c'est pas nécessairement une vraie personne qui nous répond pour commencer à tout le moins. Ça a-tu du sens, ça? Ben, effectivement, souvent, c'est pas une vraie personne. Il y en a qui disent, ben moi, ben, je veux vraiment parler à un humain. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est ceux qui ont 40 ans et moins, ils ont été imbibés par des jeux vidéo, sont habitués d'être en relation avec des personnages de jeux vidéo, donc des gens virtuels. Puis, présentement, c'est même possible
d'avoir une réceptionniste virtuelle puis qui fait une conversation avec vous. Là, ce qu'on parle de langage naturel. Donc, il faut s'habituer à ça. Quand je dis c'est inévitable, mais c'est que l'avantage, c'est que la personne est entraînée, puis elle peut répondre rapidement, puis plus efficacement, puis 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Je ris parce que ça m'est arrivé hier. Donc, j'ai un fournisseur qui, lui, est vraiment avant-gardiste avec l'intelligence artificielle, puis justement une réceptionniste. Je te dis, c'était tellement réaliste la façon dont elle parlait. J'étais persuadé que c'était une réceptionniste qui avait fait un pari, puis qui me niaisait, qu'elle disait qu'elle était un chatbot, mais c'était pas vrai là, qu'elle était un chatbot. Tu vois un peu, au fur et à mesure que la conversation perdurait, quand elle répétait les mêmes choses, tu voyais que c'était dit exactement de la même façon, mais c'était difficile pendant les premières secondes à discerner qu'il s'agissait vraiment d'un robot. Bon, je trouve ça épeurant un peu, là. Mais encore une fois, oui, même moi, à l'occasion, des fois, au premier abord, mais c'est inévitable. Et ça va s'améliorer de plus en plus. C'est pour ça qu'une des branches de l'intelligence artificielle, c'est le langage naturel. L'interrelation va être de plus en plus fluide entre la machine et l'humain. Je pourrais toujours, si je veux offrir ce service-là moi-même ou bien utiliser, ben, quand je prendre un rendez-vous, parler avec un véritable humain. Mais ça va être l'exception. Comme je dis, les C'est jeunes de 40 et moins ont été habitués avec des jeux vidéo, des personnages, eux autres, ça ne fait pas tant de différence que ça. tout ça qu'on appelle un agent intelligent ou Un agent intelligent, c'est quelque chose de différent. C'est plus un assistant qui m'aide dans mes tâches pour OK? accomplir mes tâches courantes. Par exemple, dans l'exemple que je donnais au niveau de la gestion de projet, bien, je vais avoir un agent intelligent que lui, son rôle va être de contrôler euh, les données. Est-ce qu'ils sont en temps réel? Est-ce qu'ils sont à jour? J'en ai un autre agent que lui, sa tâche va être de faire de la prédiction. Bien, basé sur mes données, ça va être quoi, c'est quoi les tendances dans les prochains mois? Et les agents vont pouvoir, ils peuvent même se parler entre eux. Fait que l'exemple du success story par rapport au début, par rapport à l'entreprise qui fait en gestion de projet, Oui. bien, elle va voir des outils avec ces données, des agents intelligents qui vont voir, là, parce que présentement, l'humain, c'est difficile pour lui là, de tout voir. Supposons que j'ai 50, 100 projets en même temps, voir lequel qui dépasse ou lequel qui a des problématiques. Bien, les agents, naturellement, c'est l'humain qui les entraîne, qui les forme, mais selon nos directives, nos critères, il va travailler pour nous à une vitesse qui se multiplie là, sans bon sens. C'est pour ça qu'on parle de beaucoup de diminution là, de coûts là, avec des agents intelligents. Là. OK, tu pourrais te donner des exemples concrets parce que j'imagine, moi, ce que je fais le lien avec, parce qu'il y a beaucoup de publicité là-dessus ces temps-ci, genre, est-ce que, par exemple, un logiciel qui structure ton agenda par algorithme avec l'intelligence artificielle, tu lui donnes des tâches puis il va les placer dans ton agenda en fonction de tes priorités. Est-ce que ça, c'en est un agent intelligent? Oui, c'est un exemple d'un agent intelligent. OK. Est-ce qu'il y a d'autres domaines que tu connais, là, qui sont même Ben, recommandables? c'est ben, il y a dans le domaine de la gestion de projet que quand il y a plusieurs interrelations, plusieurs expertises Oui. au niveau du contrôle financier aussi. Donc, ça, c'est des agents intelligents que dès que, par exemple, ils voient que la dépense augmente, ben, c'est-à-dire que le personnel augmente, ben, ils calculent toujours un ratio, ben, est-ce que par rapport au travail que j'ai à faire, est-ce que j'ai besoin de diminuer les heures de mon personnel ou j'ai besoin d'ajouter du personnel? Il faut que ce soit en corrélation. Donc, c'est des exemples d'agents intelligents, là. OK, good. Puis ça doit se faire sauver énormément de temps. Effectivement. Puis, je ne sais pas si vous avez idée, mais toutes les données pour aller chercher, parce que l'humain, pour être capable de prendre des décisions éclairées, le maximum qu'il peut avoir, c'est 7 à 8 variables différentes. Tandis qu'avec l'intelligence artificielle, c'est illimité. Peux-tu m'expliquer ça? Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu voulais Bien, dire. par exemple, supposons que toi, pour prendre une décision éclairée, tu as besoin de savoir de ton niveau stock au niveau inventaire, tu as besoin de savoir ton délai de réapprovisionnement, tu as besoin de savoir au niveau de ton cash flow, est-ce que j'ai seulement cash flow? J'ai besoin de savoir c'est quoi le taux de change au niveau des devises, si j'ai des choses au niveau international. Donc, fait que ça, quand on prend l'humain, lui, il est en mesure en général de prendre des décisions éclairées avec 7 à 8 variables. OK. Mais l'intelligence artificielle, c'est illimité. Fait que c'est juste au fur et à mesure plus que c'est pointu, de déterminer
certains critères pour prendre des décisions éclairées, puis il n'y a pas de limite. Quand il y a un volume de données suffisant, on appelle ça un data lake, en termes d'intelligence Data quoi? artificielle. Data lake ou un lac de données, là, Un lac de données, OK. un data lake, c'est ça. Et à ce moment-là, l'intelligence artificielle va nous aider rapidement à prendre des décisions éclairées, là. OK. Mais t'as vu qu'il y a plusieurs catégories de type d'intelligence artificielle, right? Ce que j'ai Oui, je vais raison. aller d'une façon sommaire. Donc, il y a le machine learning, qui est un programme informatique qui, à partir des données, est capable de donner des réponses et des solutions, puis qu'en même temps, il apprend par lui-même. Naturellement, c'est c'est l'humain qui donne des règles. Puis une des divisions du machine learning, c'est le deep learning. Le deep learning, tout le monde a déjà vu un peu les neurones au niveau d'un cerveau. Bien, le deep learning, c'est qu'il reproduit un peu la façon que l'humain réfléchit puis apprend. Il fait des nouvelles connexions au fur et à mesure euh, qu'il y a des algorithmes puis que l'humain qui est spécialiste là-dedans va dire OK, oui, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, puis il va apprendre puis s'améliorer au fur et à mesure, au même titre qu'un peu qu'un humain, là. OK. Donc, elle Donc, ça, apprend. c'est le machine learning, le deep learning. Il y a aussi ce qu'on appelle le web scraping. Le web scraping, c'est aller chercher des données sur le web pour m'aider dans mes décisions, dans mon travail. Il y a aussi le traitement de l'image. C'est pas ce qu'on appelait du data mining avant, ça? Data mining, ben moi, de ce que je comprends, de ce que je connais, c'est plus pour aller plus en profondeur, pour aller plus dans un détail, puis aller plus précisément. Supposons que OK. j'ai une grosse base de données, puis que là, j'ai mon total de vente pour le mois. Ben là, je veux savoir, OK, ben pour tel territoire, c'est quoi? Donc, je vais plus en profondeur, je fais du data mining. Après ça, si je veux savoir pour tel représentant dans ce territoire-là, fait que data mining, en tout cas, de ce que moi, de ce que je comprends, là. Fait que c'est pas tout à fait la même chose, là. OK. Fait que tu étais rendu au web scrapping. As-tu d'autres Oui, excusez, catégories? merci de me ramener à l'ordre. Pas de souci. Donc, il y a aussi le traitement d'image que je parlais. Il y a aussi le traitement du son et de la voix, où est-ce qu'on est capable de savoir par l'intonation puis les réactions des gens, savoir ben, est-ce que la personne est sincère ou non. C'est un peu pour ça aussi il y a de plus en plus de fake news. C'est que c'est possible maintenant, à partir d'un vidéo, de le modifier, puis ça a l'air naturel, même dans une langue que la personne ne connaît pas du tout. La personne, elle fait les intonations, puis elle parle comme si elle était, par exemple, là, elle parlait en japonais ou en allemand. Mais moi, mon vidéo à la base était faite en français. C'est même OK. possible aussi maintenant, à partir d'un texte, de générer du vidéo. Oui. Donc, il y a une foule d'applications. Donc, c'est pour ça que maintenant, on ne peut plus dire ben, il faut le voir pour le croire. Maintenant, il faut aller plus loin. Et là, c'est nouveau, mais il va y avoir des balises, puis il va y avoir des gens qui vont sortir des mécanismes qui vont certifier au même titre que c'est certifié ISO, mais il va y avoir une certification que c'est de vidéo réelle qui n'a pas été modifiée, par exemple. Fait que quand Oh, je parle que OK. des balises qui s'en viennent, c'est des choses comme ça qui s'en viennent dans une dernière assez rapprochée. Donc, tu es confiant qu'il va y avoir littéralement une classification d'authenticité. Ça a été fait par un humain, un sceau qui va prouver que oui, c'est authentique versus ça a été complètement fait par ordinateur. Ça existe ou Oui. ça va exister? Ben, c'est que si c'est possible, mais il n'y a pas un outil qui est disponible partout, puis qu'il n'y a pas de mise en marché, puis qu'il n'y a pas de certification. C'est possible, mais c'est pas encore selon mes informations en vigueur, là. Mais toi, Mais tu, c'est quoi qui tu es s'en vient certain que ça bientôt, là. s'en vient, là. C'est OK. ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, c'est que la technologie, ça va tellement vite, puis que au même titre que des normes et des standards, fait que les gouvernements puis les sociétés, les entreprises, bon, ils vont vouloir avoir ces standards-là aussi pour savoir un OK. peu plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Donc, je ne sais pas si ça va aller au point de dire que c'est fait par un humain ou par une machine, mais probablement que ça va aller là. Mais surtout que ça n'a pas été modifié par quelqu'un d'autre. Ou si ça a été modifié de quelle façon? Donc, par exemple, on pourrait penser que le vidéo a été fait en français, mais a été traduit en allemand, par exemple. Fait OK. qu'il y a toujours, en tout cas, c'est des choses comme ça, selon moi.
qui s'en viennent dans un avenir plus ou moins rapproché. Probablement un logiciel qui va être en mesure de faire une analyse puis de déterminer, OK, non, ça c'est 100%. Effectivement, ou bien il va y avoir des normes, par exemple, les normes ISO ou les normes CSA pour les équipements qui sont fabriqués. Bien, il va y avoir des standards comme ça qui vont déterminer, puis il va y avoir le statut là, de qu'est-ce qu'il y en est là. Ouais, en fait, tu peux guider les entreprises là, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, là. Effectivement, on a l'expertise, on a un centre de recherche, on a accès à des chercheurs, puis à des PhD en intelligence artificielle. On a un autre volet que je voulais, je sais que le temps DPJ. file, là. Un autre volet par rapport à l'intelligence artificielle, il y a aussi le blockchain, si on peut en reparler plus tard. Blockchain, présentement, c'est plus dispendieux. C'est imaginer qu'un fabricant d'équipements électroniques Oui, est capable de savoir d'avance parmi tous les clients à qui il a vendu, ben, telle pièce est sur le point de briser, donc ça vaudrait la peine de prévoir surtout pour la gestion des garanties, puis à quelle oui. place qu'elle se trouve. Donc, blockchain, c'est un peu une façon de faire qui va permettre d'avoir l'information en temps réel de chacun des équipements que tu as vendus à chacun de tes clients. OK. Mais c'est le blockchain, c'est une Présentement, technologie pour. présentement, la technologie existe, mais c'est plus pour les moyennes et grandes entreprises parce que c'est plus coûteux, mais on s'attend à ce que les coûts vont diminuer. Là, ça va tellement vite que dans les prochains 6 mois, dans la prochaine année, c'est possible que les coûts diminuent, qu'ils soient plus accessibles à de plus en plus d'organisations. Ça se démocratise, genre du open source. Ça peut être open source ou oui, effectivement, il y a du open source, mais au niveau des organisations d'entreprise, c'est pas toujours la bonne stratégie de toujours avoir du open source. Ça dépend toujours là, Mais de c'est nos pas la objectifs de technologie qui est vie. derrière les bitcoins, puis Ethereum et compagnie, ça, le blockchain, il me semble, c'est. Oui, il y a ça aussi pour relier à ça, mais on peut l'utiliser à d'autres applications. Notre expertise, c'est vraiment de chaque entreprise a un savoir-faire. Bien, nous, c'est de bonifier le savoir-faire de l'entreprise avec l'intelligence artificielle. Vas-y avec la gorgée d'eau, tu peux y aller. Oui. Ah, c'est vraiment intéressant. Fait as-tu des exemples de projets là, que tu as menés à bien pour que les gens comprennent un peu plus ce que tu peux faire pour eux? Oui, donc je vais rapidement, pour la ville de Marrakech, ils voulaient savoir qu'est-ce que les touristes pensaient de la ville. Oh, Nous, ce qu'on a fait, on a répertorié des millions de tweets qui est maintenant le réseau X, puis tous les commentaires sur TripAdvisor, et on a extrait tout ce qui parlait de Marrakech, puis on a analysé le sens, pas juste le mot-clé, le sens, pour savoir jusqu'à quel point c'était positif ou négatif, puis on a fait des recommandations à la ville. Et en plus, on était capable de savoir à quel endroit il y avait le plus de photos qui étaient prises, donc on pouvait savoir c'était quoi les sites qui étaient les plus populaires. C'est un exemple. Un autre exemple, c'est qu'au niveau des assistants virtuels, on a créé au niveau du volet ESG d'une entreprise, qui est une chose un peu plus à la mode, E pour environnement, S puis social, puis G pour gouvernance. Les employés veulent savoir où est-ce que je travaille, est-ce qu'il y a une conscience sociale, pas juste avoir un emploi. Et on a créé un assistant virtuel pour faire la base, pour avoir les statistiques sur le marché, savoir aussi qu'est-ce que les employés pensaient, comment que l'employeur voulait faire au niveau de ce volet dans son organisation. Il y a eu des échanges. Tout ça, c'était fait par un assistant virtuel pour mettre ça en place. On a aussi présentement dans le domaine de la musique, où est-ce que les directeurs de radio sont débordés, ils n'ont pas beaucoup de temps, puis les nouveaux artistes émergents, ben, c'est difficile d'avoir leur place. Et souvent, il y a un artiste, l'agent ici que l'artiste va, excusez le terme, va fitter dans la programmation, mais il n'y a pas le temps, c'est question de feeling. Et là, on est en train pour un client par rapport au style, aux instruments, au rythme, différents facteurs, de certifier bien, que telle chanson va être vraiment à propos pour telle émission dans tel créneau. Il y a aussi au niveau des organisations, il y a un client il recevait un paquet de courriels, puis il devait à toutes les fois faire copier-coller pour mettre le nom, le prénom, le téléphone dans un fichier Excel pour que ce soit dans son logiciel de suivi de clientèle qui est communément appelé CRM. Et ça prenait un temps fou. Donc, nous, on automatise ça. La personne n'a rien à faire. Le courriel est reçu, on l'analyse, puis on transfère les données directement sans l'intervention humaine. Donc, c'est souvent des choses répétitives. On a aussi un autre client qui est dans le domaine de la sécurité civile, où est-ce que quand il y a une catastrophe, un plan d'urgence,
ben c'est dans un cartable. Puis souvent, les gens, mais ils fouillent puis ils ne savent pas trop quoi faire. Fait qu'on est en train de développer une application, ce qu'on pourra savoir les gens à quelle place ils se trouvent dans un édifice, puis qu'il va avoir un assistant qui va guider dépendant de ce qui se passe au fur et à mesure. La personne va pouvoir savoir directement quoi faire. Donc, je sais que le temps file, là, donc j'ai un paquet d'autres exemples que je pourrais donner. Je ne sais pas si je réussis à être un peu plus clair. Ah, mais c'était déjà clair, mais ça nous donne vraiment plus de concret là, sur ce que de l'application de ton expertise. Fait que, y a-tu des tendances futures qui se détachent Oui, actuellement? Là, tu moi parlais d'une. j'ai quelques idées. Par contre, je vais baser ma conclusion un peu sur deux personnes du MIT, Daniela Ross et Patrick Winston. Eux autres, naturellement, ce qui va vraiment être nouveau, puis on a déjà entendu parler, c'est que l'auto qui va se conduire toute seule. Et la machine va être capable d'apprendre avec de moins en moins de données. L'auto qui conduit tout seul, il y en a une au Texas en ce moment, hein. Oui, C'est mais ça, genre c'est ça un va taxi. dans un avenir approché, ça va se multiplier, là. C'est un peu ça que je veux mentionner, Wow. que les autres mentionnaient. Naturellement, l'interaction entre l'humain et la machine va être de plus en plus transparente. Ensuite de ça, les machines vont de plus en plus performantes. Et qu'est-ce qui fait que maintenant l'intelligence artificielle est en pleine expansion? C'est vraiment la disponibilité des équipements puis les données qui peuvent être traitées de plus en plus rapidement. C'est un des principaux facteurs qui fait que avec ChatGPT, ce qu'on n'avait pas avant l'infrastructure. L'autre chose aussi, juste un titre d'exemple, la machine aussi va être capable de donner des explications. De plus en plus, les jeunes, lorsqu'ils travaillent en entreprise, ils ne veulent pas juste répondre, exécuter des ordres, ils veulent savoir pourquoi. Mais la machine va de plus en plus expliquer pourquoi. C'est un peu des tendances que les autres ils prédisent. Et aussi, juste un exemple, le cellulaire, ça a pris 10 ans avant qu'il soit implanté presque partout. Au niveau du téléphone intelligent, ça a pris 5 ans. Donc, on peut s'attendre à ce que l'IA, c'est tellement en effervescence que ça va possiblement prendre moins que 5 ans avant que ce soit fasse partie de la vie courante. Ouais. Et aussi, selon moi, on n'a pas à avoir à craindre, surtout quand on parle de démocratie, puis quand on parle de euh, c'est-à-dire dans le sens que présentement, c'est plus des outils. C'est pas un humain qui va tout faire, c'est plus un paquet d'outils avec l'intelligence artificielle qui vont être de plus en plus disponibles. Donc, on peut mettre plusieurs outils ensemble, mais selon moi, ça ne remplacera pas l'humain. L'humain est toujours important, puis nous, on croit à ça aussi. Donc, je ne sais pas si on veut peut-être garder 2, 3 minutes pour des questions. Oui, ben, c'est une excellente idée, ça. Je vais juste revenir rapidement. Donc, ce que je veux que les gens retiennent en conclusion, à partir des deux drames puis des deux opportunités, oui, c'est des menaces et des opportunités. Donc, c'est vraiment essentiel c'est inévitable puis pour l'économie de vos entreprises puis de vos emplois. Donc, de commencer à regarder, c'est le message qui est important. Puis même si ça fait peur, ben y aller petit pas à petit pas, ou même vous suivre des formations par vous-même. Donc, c'est vraiment le message que je veux qu'il soit retenu. Il y a des menaces, mais il faut que ça devienne des opportunités. Donc, aller de l'avant rapidement. Oui, c'est transformer des embûches en opportunités, littéralement. Effectivement. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser avec l'outil questions-réponses qui est dans euh, l'interface de Zoom. M'est avis, moi, que personnellement, j'aimerais savoir pour une entreprise, une petite structure, quelle est la première étape à prendre par rapport à l'adaptation de l'intelligence artificielle, à son adoption. La première étape, c'est de prendre le temps de rencontrer, comment que c'est juste quelques heures, une entreprise qui travaille là-dedans, qui s'y connaît, pour vous faire, puis elle va discuter avec vous qu'est-ce que vous faites comme opération, puis elle va rapidement trouver des pistes de solutions pour, ben, on pourrait automatiser telle section, ça va coûter à peu près de temps, vous allez pouvoir calculer le retour sur investissement rapidement et non pas investir dans un projet à n'en plus finir. Et naturellement aussi de prendre un peu de temps pour faire un plan directeur, pour voir dans mes opérations versus le marché, qu'est-ce qui se passe, mais par quoi je devrais commencer, puis avoir un plan pour tout ce qui doit être fait là. OK. Il y a Alain qui te remercie avant de quitter. Écoute, c'est très, très, ma foi,
intéressant. On a appris plusieurs choses sur l'intelligence artificielle. Honnêtement, là, je ne m'attendais pas à ce qu'on s'enligne vers une authentification par rapport à ce qui est virtuel et réel, mais oui, ça a du sens, effectivement. Écoutez, si vous avez manqué des bouts, faites-vous-en pas. La rencontre d'aujourd'hui va être rediffusée en différé sur le site Internet de Télétravail Académie, puis sur la chaîne YouTube du même nom. Et puis, ben, on se donne rendez-vous tous les mois. La prochaine rencontre, ce sera le 3 septembre avec Isabelle Gagnon sur l'automatisation du marketing et le travail à distance. Daniel, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Ça me fait beaucoup. plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Génial. Fait que, on se donne rendez-vous le mois prochain. Puis d'ici là, ben, bon télétravail à tous. Merci.